Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Quartier Latin. Aujourd'hui, on va parler de Cléopâtre. Beaucoup en connaissent la légende hollywoodienne et l'imaginent comme une grande séductrice dotée d'une immense beauté. Eh bien, c'est oublier les commentaires de l'Antiquité sur son nez quelque peu crochu. Cléopâtre n'était pas particulièrement belle, mais elle était d'une intelligence remarquable. Elle parlait 9 langues et fort est à parier que Jules César a été subjugué par son sens de la politique. Il faut aussi savoir que lorsque Jules César rencontre Cléopâtre, eh bien c'est un vieux don Juan, difficile à impressionner. Ses soldats le surnomment d'ailleurs le mari de toutes les femmes et la femme de tous les maris. Une boutade qui fait allusion à sa bisexualité. On connaît notamment l'un de ses amants, le roi de Bithynie. On peut donc imaginer que si Cléopâtre n'avait été qu'une grande beauté, eh bien Jules César ne se serait pas tant attardé en Égypte. Et surtout, il ne se serait pas battu à ce point pour la remettre sur le trône. Débarrassons-nous donc de nos clichés et retraçons ensemble l'histoire de Cléopâtre. C'est parti! Cléopâtre fait partie de la dynastie des pharaons Lagides, les successeurs d'Alexandre le Grand après sa mort au IVe siècle avant Jésus-Christ. Ce sont donc des Grecs, et il faut savoir qu'aucun d'eux ne parle égyptien, à l'exception de Cléopâtre qui a voulu l'apprendre dans son enfance. Son père, Ptolémée XII, était d'ailleurs surnommé Lolette parce qu'il préférait jouer de la flûte plutôt que de s'occuper de l'Égypte. À la mort de Ptolémée XII, le testament de celui-ci explique que sa succession revient à Cléopâtre, cette enfant brillante. Cela dit, une femme ne peut pas régner seule, il lui faut nécessairement un homme à ses côtés. Le testament de Ptolémée XII explique donc qu'elle doit épouser son petit frère, Ptolémée XIII. À la mort de Ptolémée XII, Cléopâtre a 18 ans et elle épouse son frère qui a une dizaine d'années. Très vite, les tensions montent entre les deux pharaons et ils doivent s'affronter à Péluse lors d'une véritable bataille qui contraint Cléopâtre à l'exil. C'est son frère Ptolémée XIII qui, vainqueur, peut conserver le palais d'Alexandrie. C'est à cette même époque qu'il y a une très grande bataille dans l'Empire romain, dont je suis sûre que vous avez entendu parler, la bataille de Pharsale entre Pompée et Jules César. Vaincu, Pompée cherche un refuge. Il va donc se réfugier en Égypte. Pourquoi l'Égypte ? Parce qu'il avait lui-même de très bons rapports avec l'Égypte. Il avait rétabli sur le trône Ptolémée XII lors d'un soulèvement populaire et ses enfants, les pharaons Cléopâtre et Ptolémée XIII, lui avaient apporté son soutien contre Jules César. Il faut savoir que Cléopâtre lui avait envoyé 60 navires pour l'aider. Cela dit, Ptolémée XIII est un opportuniste. Il sent le vent tourner. Et il se dit que pour faire plaisir au vainqueur, Jules César, eh bien ce ne serait pas plus mal de faire assassiner Pompée dès qu'il débarque en Égypte, à Péluse. On raconte qu'arrivé à son tour en Égypte, Jules César aurait pleuré en découvrant la tête de Pompée qu'on lui présentait sur un plateau. Pourquoi ? Eh bien, parce que Pompée, finalement, était de sa famille, c'était son gendre, il l'aimait bien. Il lui avait donné en mariage sa fille Julia quelques années plus tôt. Julia était d'ailleurs morte en couche un petit peu avant qu'ils ne s'affrontent. Et puis, voir ainsi un citoyen romain décapité par un Égyptien, c'était intolérable pour Jules César, qui considère ainsi Ptolémée XIII comme un homme arriviste, sans cœur. Il décide donc de convoquer au palais d'Alexandrie les deux pharaons, Cléopâtre et Ptolémée XIII, parce qu'il veut faire le point sur la situation égyptienne. L'Égypte est vraiment stratégique pour Rome. Pourquoi ? Parce que c'est le grenier à blé de Rome. Et puis, il y a aussi une situation financière à régler. Ptolémée XII était très endetté vis-à-vis de Rome, et il faut savoir ce qu'il adviendra de cette dette. C'est à ce moment-là qu'a lieu le célèbre épisode du tapis. Cléopâtre, qui est toujours exilée en Syrie, a peur que son frère n'essaie de la faire assassiner si elle rentre au palais. Elle décide donc de se cacher dans un tapis qu'un de ses serviteurs apporte aux pieds de Jules César. Vous connaissez la suite. Jules César tombe sous le charme de Cléopâtre et décide de prendre son parti contre celui de son frère. Il y a ensuite plusieurs batailles qui ne se passent pas toujours très bien. Jules César est par exemple contraint de mettre le feu au port d'Alexandrie afin d'échapper aux troupes de Ptolémée XIII et d'Arsinoé IV, la petite sœur de Cléopâtre qui, tant qu'à faire, aimerait bien prendre le pouvoir. C'est d'ailleurs à cause de cet incendie qu'une partie de la bibliothèque d'Alexandrie va être détruite. Bon, heureusement pour Cléopâtre, des secours arrivent de Syrie et Jules César va être victorieux. Notamment parce que Ptolémée XIII va mourir noyé dans le Nil en tentant d'échapper aux troupes romaines. Cléopâtre va ensuite accompagner Jules César à Rome pour son quintuple triomphe. En effet, Jules César triomphe du Pont, de l'Afrique, de la Palestine, des Gaules et d'Égypte. Alors lors de ce triomphe, on peut voir dans des cages certains vaincus comme Vercingétorix ou alors Arsinoé IV, la petite sœur de Cléopâtre.
Et comme de coutume, ces captifs-là doivent être mis à mort devant le peuple. On voit par exemple que Vercingétorix est étranglé devant le peuple romain. Mais Jules César va être un petit peu plus clément avec la petite sœur de Cléopâtre, Arsinoé IV. Pourquoi? Parce qu'elle a une quinzaine d'années et que le peuple est plutôt pris de pitié vis-à-vis de cette adolescente. Il décide donc de la faire exiler au temple d'Artémise à Éphèse. Sinon, Jules César demande à Cléopâtre d'épouser son deuxième petit frère. Souvenez-vous, elle ne peut pas régner sur l'Égypte si elle n'a pas un homme à ses côtés. Cléopâtre épouse donc Ptolémée XIV, son autre petit frère, qui a encore une fois une dizaine d'années lors du mariage. Cléopâtre reste à Rome pendant 2 ans. Elle est sur la rive droite du Tibre, un peu isolée, mise à l'écart de la véritable famille officielle de Jules César et notamment de son épouse officielle. Et puis, lors des Ides de Mars, en 44 avant Jésus-Christ, à la mort de Jules César, elle décide de rentrer en Égypte. Le testament de Jules César ne lui lègue rien, et ne lègue rien non plus à leur fils, Césarion, qui n'est d'ailleurs pas reconnu par le droit romain. Elle rentre donc en Égypte, et là, comme elle a ce fils, Césarion, par lequel elle peut régner, eh bien son petit frère, Ptolémée XIV, ne lui sert plus à grand-chose, et elle décide donc de s'en séparer. Elle le fait assassiner. En 41 avant Jésus-Christ, Cléopâtre est convoquée par Marc-Antoine. Les choses se sont un petit peu calmées à Rome, les principaux assassins de Jules César, Brutus et Cassius, ont été vaincus, et c'est la fin de la proscription, cette période de meurtres arbitraires sur la base d'affichage public, à laquelle on doit notamment la mort de Cicéron. Marc-Antoine est désormais triumvir, comme Octave, et il est en charge de la partie orientale de l'Empire romain. Marc-Antoine décide donc de convoquer tous les souverains des royaumes clients de Rome à Tarse en Cilicie. Cléopâtre, qui est donc convoquée, sait très bien comment amadouer Marc-Antoine. Elle sait que c'est un soldat, un général dont la réputation est celle d'être un ivrogne et d'être porté sur le luxe. Elle décide donc d'y aller avec un navire somptueux, doré, aux voiles de pourpre, et elle l'invite à bord pour un somptueux banquet. Vous connaissez la suite. Marc-Antoine est sous le charme, et certains historiens racontent même que sur ordre de Cléopâtre, il va aller faire assassiner Arsinoé IV. Pourquoi est-ce que Cléopâtre veut aller faire assassiner sa petite sœur? Eh bien, souvenez-vous, sa petite sœur est vraiment pas très loin, au temple d'Éphèse, au temple d'Artémis, et Cléopâtre veut être la seule descendante lagide à pouvoir prétendre au trône égyptien. Désormais, seule elle et son fils subsistent de cette famille lagide. Cléopâtre et Marc-Antoine vont passer ensemble l'hiver 41 et très vite ils vont donner naissance à des jumeaux, Alexandre Hélios et Cléopâtre Sélénée, ce qui veut dire en grec ancien lune et soleil. Puis ils ne vont plus se revoir pendant presque 4 ans. Il faut dire qu'il va être bien occupé. Octave vient de répudier Claudia, la fille de la femme de Marc-Antoine, Fulvia. Et du coup, Fulvia, qui aimerait bien que son mari règne seul, décide d'envahir Rome avec les troupes du frère de Marc-Antoine. Afin que l'alliance perdure entre Octave et Marc-Antoine est donc contraint de répudier Fulvia et d'épouser Octavia, la sœur d'Octave. Et puis il faut dire que Octave comme Marc-Antoine sont bien occupés par leurs entreprises militaires. Octave s'occupe de vaincre Sextus Pompée, le fils de Pompée, qui lui aussi aimerait bien prendre le pouvoir. Quant à Marc-Antoine, eh bien, ça fait quelque temps qu'il essaie de vaincre les Parthes sans vraiment de succès. Et comme l'aide promise par Octave tarde à venir, il a la bonne idée de recontacter Cléopâtre en 37 avant Jésus-Christ. Cléopâtre veut bien l'aider en échange de quelques terres. C'est ainsi qu'elle gagne une partie de la Syrie ainsi que la Chypre, qui passe aux mains de l'Égypte. Leur idylle reprend et bientôt un troisième enfant de Marc-Antoine et de Cléopâtre naît. Alors, Marc-Antoine n'est toujours pas victorieux des Parthes, par contre, il a un certain succès contre les Arméniens, et il décide en 35 avant Jésus-Christ de faire un triomphe. Mais cette fois-ci, le triomphe ne sera pas, comme de coutume, à Rome, mais à Alexandrie. Et de plus, il reconnaît maintenant Césarion, vous savez, le fils de Jules César et de Cléopâtre, comme un héritier légitime de Jules César, et il le proclame roi des rois. Octave, qui fait ouvrir le testament, un des testaments de Marc-Antoine à Rome, découvre même que Marc-Antoine lègue des biens considérables aux enfants de Cléopâtre et décide de se faire enterrer à Alexandrie. C'en est trop pour Octave, qui considère que Marc-Antoine s'est complètement détourné des valeurs romaines et qui a surtout peur que Césarion ne soit l'héritier légitime de Jules César et ne conteste son pouvoir.
Octave décide donc de lancer une véritable propagande contre Marc-Antoine et sa mérétrix Régina, sa reine prostituée. En 31 avant Jésus-Christ, c'est la bataille d'Actium. Marc-Antoine perd face à Octave. Cette bataille est un blocus maritime. Les troupes de Cléopâtre et de Marc-Antoine se retrouvent encerclées. Cléopâtre et Marc-Antoine réussissent à s'enfuir, mais leurs troupes se rendent à Octave et ils s'échappent en Égypte en sachant que leurs jours sont comptés. Octave va bientôt les rattraper. Pensant que Cléopâtre s'est suicidée, Marc-Antoine décide de se donner la mort. Et Cléopâtre, qui ne veut pas, comme jadis sa sœur Arsinoé, défiler un triomphe romain, décide de se suicider à son tour en se faisant piquer par des serpents. Octave décide de faire tuer Césarion, le fils de Cléopâtre et de Jules César, qui était une menace pour lui, et désormais l'Égypte devient une province romaine. Cléopâtre était la dernière reine d'Égypte. Les textes antiques sont souvent très virulents contre Cléopâtre et sont souvent le résultat de la propagande d'Octave. Je vous propose qu'on traduise ensemble un extrait de l'abrégé d'histoire romaine de Florus, écrit au 1er siècle de notre ère. C'est parti. Alors, Quatenus furor Antoni, puisque la fureur d'Antoine, non poterat interire, ne pouvait pas disparaître per ambitum par son ambition, extinctus est, elle mourut, luxu libidine, à cause de son luxe et de sa débauche. Quippe, bien sûr, exosus, détestant arma les armes, la guerre, post-partos après les Parthes, après l'expédition contre les Parthes, cum inotio ageret, comme il passait son temps dans l'oisiveté, captus amore Cléopatrae, prisonnier de l'amour de Cléopâtre, quasi bene gestis rebus, comme si les choses avaient été bien menées, se reficiebat, il se rétablissait in regio sinu, dans la région de son sein. Aec mulier et Egyptia, cette femme égyptienne, petit réclama Romanum imperium, l'empire romain, pretium lebininum, comme prix des débauches, ab ebrio imperatore, au général ivre. Et promisit Antonius, et Antoine le lui promit. Quasi facilior esset parto Romanus, comme si Romanus, un Romain, facilior était plus facile qu'un Parthe. Sous-entendu, comme si un Romain était plus facile à soumettre qu'un Parthe. Igitur, donc, parare, donc la parare est un infinitif de narration, il prépara dominationem, sa domination. Nec tacite, et pas en silence. Sed oblitus, mais ayant oublié, patriae sa patrie, nominis son nom, togae sa toge, fascium les faisceaux, totus in monstrum illud, tout entier pour ce monstre, tout entier dédié à ce monstre, ut mente desciverat, comme il avait perdu son esprit, ita animo coquet cultu desciverat, de même, il perdit, il se sépara de son âme et de sa culture. Voilà pour ce texte. J'espère que cette vidéo sur Cléopâtre vous aura plu et je vous dis à très vite.